C'est ouf quand même. C'est dommage qu'ils avaient pas la bonne temporalité, mais c'est ouf parce que, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était il y a 8 ans la vidéo, les gars. C'était il y a 8 ans. Ils ont quand même réussi à teaser l'arrivée de Ryoko Gyu à Wano. Wesh la team, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece. Donc ça va être une petite vidéo théorie One Piece, mais rétro-analyse, c'est-à-dire qu'on va étudier les anciennes théories des youtubeurs à l'époque. Hein. Là, ça fait combien de temps? J'ai choisi une petite vidéo. Et c'était il y a 8 ans, donc ça fait très très longtemps. Et on va voir un petit peu la vision qu'ils avaient à l'époque par rapport à comment est devenu One Piece. Donc est-ce que ça a changé en bien, est-ce que ça a changé en mal, est-ce qu'ils aient été chauds. Et évidemment, c'est un concept qui a été fait sur la chaîne pour justement mettre en valeur aussi les théories qu'ils avaient il y a 8 ans. Quoi. Il y a 8 ans, ils avaient déjà beaucoup d'informations. Donc let's go. Aujourd'hui, ça va être donc mon Corvo, vidéo, la vidéo elle s'appelle les parallélismes dans One Piece et la fin du manga, donc ça c'est lourd de ouf parce qu'on va avoir des infos qui sont encore d'actualité, donc c'est grave cool. Et sinon, avant de commencer les gars, comme d'habitude, petite auto-promo rapide, promis, c'est simple. Pour les gars qui kiffent tout l'univers One Piece, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que je vous mets plein d'informations, comme par exemple aujourd'hui j'ai posté plein d'informations, mais sur l'actu One Piece, sur les infos One Piece qui est en ce moment, mais surtout vous avez les spoils, les chapitres des spoils, enfin plutôt les chapitres, les épisodes, tous les liens qui vont vers tous les épisodes, que ce soit les Kai, les normaux, en français ou en VostFR. Vous avez tout ce qu'il faut sur le Discord des gars, donc n'hésitez pas. Et en plus, il n'y a pas que ça, il y a vraiment plein de trucs, des salons dédiés pour autre chose, des salons sur d'autres mangas, etc., etc. Ensuite, pour la petite souscription YouTube, les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team parce que justement là je vous ai mis du contenu encore en avance aujourd'hui, donc vous avez l'exclusivité sur les vidéos, vous avez plein d'autres choses qui arrivent aussi et vous avez aussi tout ce qui est lambda, emoticon, emoji, badge, tout ce que vous voulez, commentaires prioritaires, tout ça vous connaissez. Donc voilà. Et sinon nous on arrive très bientôt avec des nouvelles vidéos, donc les gars restez branchés, restez connectés parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. N'hésitez pas aussi à rejoindre le TikTok, le Twitter, il y a plein de trucs aussi, du contenu de partout les gars. Donc voilà, je pense que c'en est tout pour la petite rétro, enfin la petite auto-promo plutôt, et là on passe à la rétro-analyse. Donc let's go les gars. Donc, voilà la petite vidéo, regardez-moi ça, c'était vraiment à l'époque. Hein. C'était vraiment à l'époque. Hein. J'ai oublié de mettre ça. Ils ont bien changé le mon carreau. Hein. Donc c'est parti, je vous coupe la musique et je pense qu'on est parti pour ouais, 13 minutes du coup de vidéo où on va justement discuter de tout ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils ont à dire. Et salut tout le monde, c'est Kitaro et Kamal. Oh mon corbeau, c'est le Kamal. Bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait? Le chapitre 804, la review tout de suite avec... C'est ouf parce que franchement, ils ont l'air surexcités et tout, tu vois. Ça à l'époque, c'était normal, hein. C'était normal pour tout le monde et maintenant en vrai, ils sont plus comme ça. Du coup, ça change un petit peu. Petite surprise de... Ah ouais. De Eiichiro Oda, une lettre en personne. Salut les gars, comment ça va? Alors cette semaine, il n'y a pas de scan. Lol. C'est marrant. Mais vous inquiétez... Même l'introduction, les gars, l'ancienne. Oui, pas de chapitre cette semaine, mais vous inquiétez pas, mon corbeau vous a concocté une petite hypothèse 100% originale qui concerne donc le parallélisme. Le parallélisme, là vous vous dites qu'est-ce que c'est? Et ben c'est simple, si vous êtes fan de One Piece, vous avez sûrement dû remarquer qu'il y a des similitudes dans les aventures de nos amis, que ce soit avant ou après l'ellipse des 2 ans. Et grâce à ça, on peut alors donc en déduire la suite des événements du manga et même la fin. Donc en fait, cette vidéo va être construite en 2 axes, c'est-à-dire en premier, en fait, on va trouver les similitudes
qu'on peut trouver donc entre avant 2 ans plus tard et après 2 ans plus tard. Ainsi que donc la deuxième partie, ce sera rapidement ce qu'on peut théoriser, ce qu'on peut anticiper donc sur l'avenir du manga et ainsi que sa fin. Et pour commencer cette hypothèse, vous devez savoir que l'équipage des chapeaux de paille se retrouve 2 ans plus tard, après une absence, sur l'archipel Chabody. Ouais, exactement, même au tome 61. Voilà, et d'ailleurs plus précisément au chapitre 598. Oui, Théo, comment Bien tu dans la vas? fin de Bienvenue la première mon partie du ref, manga, ou bien bonsoir plutôt à le début de toi, la seconde moitié. installe-toi. Voilà, et donc c'est d'ailleurs Comme t'as pu le voir, après, petite ce lac rétro-analyse. qu'ils se rendent sur l'île des hommes poissons. Et c'est là où on peut donc retrouver pour la première fois des similitudes entre avant et après l'ellipse des 2 ans. Pour commencer, c'est tout simplement le thème de l'arc des hommes poissons qui fait tout de suite écho à Arlong Park. et donc à La tolérance. bien joué Kitaro. Et donc parce que à l'arc de Arlong Park c'était les humains qui étaient persécutés alors qu'ici c'est tout le contraire. C'est donc les hommes poissons qui sont on va dire considérés comme une race inférieure et donc c'est ici voilà où on retrouve un peu les castes de la société comme on peut dire et que donc on retrouve un peu le système d'esclavage. Oui, exactement, mais aussi on a trouvé une deuxième similitude de Mon Corvo, c'est que on a que ce soit à Arlong Park ou encore sur l'île des hommes poissons, en fait, eh bien, on a une notoriété restreinte de la part des Mugiwara, c'est-à-dire qu'en face, on a des antagonistes comme Oddie Jones ou encore Arlong qui sont étonnés de voir de ces drôles personnages se pointer. Parce que ils sont pas encore connus. Voilà, ils ne sont pas du tout connus, que ce soit donc avant ils n'étaient pas connus tout simplement dans East Blue et là ils ne sont pas du tout connus donc dans le nouveau monde en gros. Ensuite, c'est donc après Arlong Park que l'équipage donc se rendait sur Grand Line. Voilà. Et donc bien sûr, c'est après l'île des hommes poissons que l'équipage se rend dans le nouveau monde. Voilà, et d'ailleurs c'est dans le nouveau monde. J'avoue, c'est chaud, mais il y a vraiment beaucoup de parallèles. J'avoue, j'avais pas remarqué qu'il y avait autant de parallèles entre l'époque et maintenant. Oda, vraiment très très fort. On retrouve pour la première fois des baleines géantes. Et ouais, ça vous rappelle rien? Et donc voilà, maintenant, un nouveau point essentiel pour cette première partie de vidéo, et bien c'est que on va parler de l'arc de la Doflamingo Family. Et bien, pourquoi l'arc de la Doflamingo Family et pas de Dressrosa avant que vous nous lâchiez, laissez-nous vous expliquer. C'est parce que pour nous, eh bien, ça fait directement écho en fait à l'arc du Baroque Works. Pourquoi donc? Eh bien c'est parce que on a une mise en abîme en fait des 2 personnages principaux, donc des 2 antagonistes principaux. On a d'un côté Whiskey Peak qui agit comme arc de transition et de l'autre côté Punk Hazard pour Dressrosa en fait, où on retrouve les Mugiwara qui n'ont pas affaire directement au méchant principal mais à leur pion, c'est-à-dire tous les Baroque Works, les premiers Mister et tout ça de Whiskey Peak, et de l'autre côté Caesar Clown pour Punk Hazard. Et donc maintenant on va donc préciser un peu plus les points communs qu'il y a entre l'arc de Alabasta et l'arc de Dressrosa. Donc premier point commun, les deux... Et les gars, pour les gars qui sont assidus sur la chaîne, lui là, vous voyez ce gars là, je crois que c'est Kamatero. Et ben lui là, c'est vraiment Sam Nino. Regardez comment il est dissipé de ouf, je suis mort. Il est dissipé de ouf, il regarde derrière et tout. Non, franchement, je suis choqué de savoir que c'était comme ça à l'époque. Franchement, ils ont glow up de ouf. Les méchants principaux de ces arcs sont 2 capitaines corsaires qui sont sous nom de code et considérés comme des héros dans leur pays. Le premier étant donc Crocodile à Alabasta. À Alabasta, donc sous le nom de code de Mister Zero, et le second étant Doflamingo à Dressrosa sous le nom de code de Joker. Et dans les 2 cas aussi, il faut savoir qu'ils ont une organisation qui a pour le but de renverser le pays. Ensuite, donc second point commun, c'est que la famille royale dans les 2 cas est désespérée. Le roi, que ce soit Cobra ou roi Riku, est considéré donc vraiment comme un connard en fait, alors que c'est complètement faux. Voilà. Et la princesse, elle, devient tout de suite amie avec Luffy et sa bande. Aussi, on a comme point commun essentiel, eh bien, c'est le fait que la marine est omniprésente soit à Alabasta, soit à Dressrosa, et qu'à la fin, elle se sent obligée donc d'aider malgré elle les pirates en fait. Voilà. Et enfin, un petit clin d'œil, eh bien, c'est que c'est le seul, ou en tout cas le premier arc, enfin, pour 2 ans plus tard, c'est difficile à dire, mais en tout cas, eh bien, c'est le seul arc où Luffy n'est pas le seul à obtenir une prime, c'est-à-dire qu'on a
pour Dressrosa une multitude de primes, etc. Et pour Alabasta, la première fois que Luffy n'est pas le seul avec Zoro qui obtient 60 millions. Voilà. Et pour finir le premier point de cette vidéo, on va parler donc... Attendez, juste pour rajouter des trucs. Je sais même pas s'ils l'ont dit, hein, mais je crois qu'ils l'ont pas dit. Mais entre Alabasta et Dressrosa, il y a vraiment énormément de similitudes. Donc déjà, tout ce qu'ils ont dit par rapport à la royauté, par rapport au fait que c'est des grands corsaires qui prennent le pouvoir d'un pays, le fait que Luffy s'allie avec des princesses. Mais il y a aussi le côté Sabo et Ace. Quand Luffy va à Alabasta, c'est là la première fois qu'il retrouve Ace après qu'ils aient quitté leur île. Et pareil pour Dressrosa, c'est la première fois où Sabo et Luffy se revoient après qu'ils aient quitté leur île. Donc tout est vraiment minutieusement bien écrit et tout. Donc franchement, c'est grave cool. Ensuite, il y a vraiment énormément d'autres similitudes, mais je pense que là, je les aurais pas directement en tête. Mais franchement, en tout cas, boulot monstrueux d'Oda parce que en fait, il arrive à mettre énormément de parallélismes sans être redondant et sans être ennuyant, tu vois. On n'a pas envie Enfin, on n'a pas l'impression que c'est un de l'arc copier-coller, tu vois. de Zou. Voilà. Et donc, et les ressemblances Attends. avec l'arc de Skypiea. Donc les deux en fait se ressemblent beaucoup, même si on connaît pas beaucoup encore l'arc de Zou, on peut dire qu'il a beaucoup de ressemblances avec Skypiea parce que les deux sont complètement mystiques, je m'explique. Le premier donc, Skypiea, est une île dans les nuages, presque inaccessible. Les deux sont donc très difficiles d'accès parce que Skypiea donc est disponible, Par achat uniquement dans votre magasin. Le premier en fait, voilà Skypiea, en gros on peut y accéder que grâce à un courant marin très rare qui s'appelle le Knock Stream, le Knock Upstream, je sais plus vraiment, qui est donc un courant marin géant qui permet donc d'aller dans les nuages. Alors que donc Zou aussi pareil est très difficile d'accès parce qu'il faut pas l'oublier que c'est quand même... Là, ils ont dit qu'on pouvait y accéder que par la voie du Knock Upstream, mais en vrai, non. Il y a une deuxième voie, les gars. Je pense que vous l'avez. Vous vous en rappelez, quoi, la voie qui passe par le village des nerfs. Un éléphant géant qui se balade dans la brume et donc qui est une île en perpétuel mouvement et que donc qui n'est pas donc qui n'est pas donc montré dans Hollock Pose, donc en gros très difficile d'accès. Ensuite donc dans cet arc de Zou on va sûrement retrouver une civilisation ancienne appelée donc les hommes visons. C'est même pas sûrement, c'est voilà, c'est presque sur les Minkmen et qui donc nous rappelle tout de suite la civilisation des Shandia qui est donc qui était aussi ancienne, plus de 400 ans je crois au moins. Voilà. Et donc voilà, encore des similitudes. Aussi, on peut donc imaginer qu'on va retrouver un méchant du coin, en gros, à l'instant. Non, je crois que même les Shandia, pour compléter ce qu'ils disent, les Shandia, en fait, ça fait 400 ans qu'ils ont atterri à Skypiea, mais en fait, les Shandia, je crois, ils sont là depuis juste après le siècle oublié. Pour moi, c'est les descendants des personnes qui étaient là pendant le siècle oublié, tu vois. Parce qu'ils ont oublié leur histoire, donc eux, ça veut dire que c'était pas les mêmes personnes qui étaient là au siècle oublié et après, tu vois. Même au niveau de l'architecture, quand on regarde par exemple le flashback de Calgara, on a par exemple l'architecture de Chandora, pardon, où on a vraiment la cité dorée, la cloche, etc. Donc une architecture, je dirais, ancienne, inspirée des Mayas, avec énormément de détails et de sculptures de grandeur et tout. Par contre, quand on regarde le village de Calgara, là où ils habitaient tous, c'est vraiment les petites maisons, c'est exactement la même maison, par exemple, que Papy Tête de Marron, je sais plus comment il s'appelle. Mont Blanc Cricket, je crois que c'est ça. Du coup, en fait, on voit très bien la différence d'architecture entre les deux et le niveau, j'ai envie de dire, le niveau culturel, on va l'appeler comme ça, qu'il y a entre les peuples qui ont construit la cité de Chandora et les peuples qui habitaient, donc les Shandia, après le siècle oublié. Donc il y a vraiment une fission entre les deux. Donc pour moi, ils sont là depuis bien plus de 400 ans. De Ener et donc la marine comme sur Skypiea ne sera pas présente, en gros sa présence sera complètement nulle et en gros ce sera vraiment l'équipage de Luffy contre les habitants et donc même si autant il y aura peut-être de l'attaque de Kaido parce qu'on l'avait vu les hommes de Kaido, mais en tout cas voilà ça va être dans un monde à part. Voilà, donc en fait, pour finir cette première partie sur les similitudes, on constate qu'on a déjà en fait, presque une sorte de symétrie en fait, entre avant et après, où en fait tous les arcs se ressemblent. Voilà, en fait, en fait, on peut donc tout de suite voir on va dire un parallélisme qui se construit dans l'histoire. Qui va nous permettre sûrement de théoriser ce qui va pouvoir se produire dans la suite du manga. Voilà, c'est donc ce qu'on va voir tout de suite. Et donc voilà maintenant, pour passer à cette...
Bah d'ailleurs, moi j'ai une petite chose à dire après, justement par rapport à ce parallélisme, mais on va déjà les laisser parler pour voir ce qu'ils ont à dire. Mais là, je pense que c'est là où ça va être croustillant. C'est là où il va y avoir les théories et tout qu'on va pouvoir analyser. À la seconde partie de cette petite vidéo hypothèse qu'elle est trop chouette, bonjour, eh bien on va parler donc du futur de l'œuvre, ce qui va pouvoir éventuellement se passer. Souvenez-vous, à la fin de Skypiea, nos compagnons faisaient la rencontre pour la première fois d'un amiral de la marine qui était Kuzan Aokiji. Et donc eh bien, on imagine eh bien, qu'en descendant par la trompe de l'éléphant, oui, de Zou, eh bien les Mugiwara pourraient rencontrer Green Bull, voilà, le dernier amiral, le taureau vert, donc on n'a aucun indice encore dessus si ce n'est son nom. Et celui-ci pourrait nous parler en fait, et bien, pourrait nous éclairer sur la raison pour laquelle Sanji, etc. Voilà, et se rechercher seulement vivant. Voilà, ce qui nous fait écho directement en fait à Okiji qui nous parlait un petit peu du personnage de Robin et pourquoi il était très dangereux de l'avoir dans son équipage. Ensuite, donc, après cela... C'est ouf quand même. C'est dommage qu'ils avaient pas la bonne temporalité, mais c'est ouf parce que, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était il y a 8 ans la vidéo, les gars. C'était il y a 8 ans. Ils ont quand même réussi à teaser l'arrivée de Ryokugyu à Wano. Malheureusement, eux, ils pensaient que ça allait être le même dessin, c'est-à-dire, en fait, Aokiji, ils l'ont rencontré sur une île juste avant d'arriver à Water 7, donc juste après Skypiea. Et le délire, c'est que quand ils arrivent, ils le voient une première fois, et après, on le voit plusieurs fois dans l'arc, jusqu'à arriver à la dernière fois où celui-ci parle à Robin pendant la fête à la fin de l'arc. Et là, le délire, c'est que Oda, au lieu de le faire apparaître au début, il a décidé de le faire apparaître à la fin pour Kyokyu, Aramaki. Et du coup, du coup, c'est dommage parce ils ont failli faire un perfect, tu vois. Mais juste déjà d'avoir teasé l'arrivée de Ryokugyu dans la fin de Wano, c'était légendaire. C'était exactement ce qu'il fallait, en tout cas, enfin, c'était exactement ce qu'il fallait penser à ce moment-là. Donc, en tout cas, là, la vision qu'ils avaient de One Piece, elle était vraiment euh, fidèle, tu vois, à ce qui est arrivé après. Donc, déjà, juste pour ça, c'est une masterclass. Continue. On avait donc l'arc de Water 7 qui était une sorte d'arc de repos, c'est-à-dire que ils se reposent un petit peu, ils reprennent l'histoire du bateau, Sop et tout ça. On pourrait retrouver ça en fait avant d'attaquer directement un énorme combat avec le gouvernement mondial. Ça pourrait être l'explosion, c'est-à-dire la plus gros truc qui pourrait se passer au niveau du gouvernement mondial avec le retour donc du Cypher Pole Zero, soit le CP9, et là bah, ça fait une analogie directe en fait, c'est Voilà, le parce retour que, carrément quoi. En gros, voilà, on pense donc, on pourrait penser que cet arc prochain serait l'arc de Wano no Kuni, parce que voilà, avec Kinemon, Kanjuro et Raizu maintenant qui se rencontrent, et cette fois donc on pourrait retrouver l'apparition voilà, du gouvernement mondial, du CP0, parce que sinon pourquoi nous avoir introduit Lucci et Spandam récemment, si ce n'est donc pour pouvoir les retrouver plus tard. Donc Ouais. ainsi, on pourrait alors avoir le dernier. Donc, c'était à 8 ans la vidéo, encore une fois, je le répète. Et juste pour précision, à ce moment-là, comme ils l'ont dit, on était à Zoo. C'est-à-dire on n'avait pas encore tous les éléments par rapport à Zoo. On devait avoir comment il s'appelle? Jack? Ouais, on devait avoir peut-être quelques infos là-dessus, mais on n'avait pas les grosses infos, tu vois. Donc ils savaient pas quel arc était le suivant, même si on s'en doutait un petit peu, tu vois. Et ils ont quand même réussi à déduire que Ryokugyu allait faire son apparition et que le CP0 allait arriver sur l'île. Donc je sais plus à l'époque si on était dans une optique de se dire ça, tu vois, si c'était une théorie qui était vraiment présente, tu vois. Mais le CP0, pour moi, j'ai pas le souvenir que je me disais, ouais, il va y avoir le CP0. Pour moi, il y avait que Kaido, frérot. Il y avait que Kaido en face de moi. Et c'est ouf, les gars. 8 ans quand même, hein. Le début de Wano, c'était il y a 5 ans, je crois. C'était il y a 5 ans, Et là, entre-temps, entre Wano et Zoo, il leur restait 4 ans. Donc non, ils se sont trompés sur un truc, c'est que du coup, ils n'ont pas teasé l'arc Whole Cake Island. Et c'est vrai que là, c'est pour ça qu'on va parler du parallélisme après. C'est parce que justement, Oda a fait un parallélisme différent. On va voir. stade.